Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette rencontre. Je me présente, je suis Corinne Manjou, je suis journaliste à Radio France Internationale, à RFI à Paris, depuis plusieurs années, et je m'occupe d'une chronique sur l'expatriation qui s'intitule Vivre ailleurs depuis 10 ans. Une chronique qui a plusieurs problématiques, dont celle de l'enseignement français à l'étranger. Ce soir, nous allons parler précisément d'un thème, de ce thème-là, l'enseignement, les établissements d'enseignement français à l'étranger. Et pour en débattre, nous avons deux intervenants, Monsieur Petit, qu'on ne présente plus, et François Normand. Alors, François Normand, qui est le président de la FAPE, qui est la Fédération des associations des parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. Alors, la FAPE. Vous êtes également, Monsieur Normand, l'administrateur de l'AEFE, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, aussi administrateur de la MLF, la Mission laïque française, et vous êtes également administrateur de l'AFLEC, qui est l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture. Ça fait beaucoup de casquettes, mais un point commun, qui est l'enseignement du français, de l'enseignement français à l'étranger. Alors, je rappelle que la FAPE fête cette année ses 40 ans et que c'est un anniversaire important aussi. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Je vous passe la parole. Monsieur Normand. Merci Madame Manjou. Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir virtuellement, mais on en prend tous l'habitude. Donc écoutez, effectivement, toutes ces nombreuses casquettes ont un point commun, c'est l'enseignement français à l'étranger et à travers ces différents opérateurs, ce qui nous permet d'avoir une vision globale de ce qui se fait à travers le monde. La FAPE est une vieille dame qui a, enfin vieille dame, tout est relatif, 40 ans c'est encore jeune, pardon, mais en tout cas une dame qui a 10 ans de plus que l'AEFE. On a été créé, donc notre fédération a été créée, voilà 41 ans en fait exactement, par l'initiative d'élus des Français de l'étranger et de parents de toute nationalité. Et on regroupe aujourd'hui environ 180 associations de parents d'élèves à travers le monde, autant des associations gestionnaires que non gestionnaires. On pourra peut-être revenir sur ce distinguo, mais vous savez que dans l'établissement français de l'étranger, les parents peuvent avoir parfois un rôle qui va bien au-delà du simple rôle de parents d'élèves classiques. Et nos associations donc, sont réparties dans 90 pays à travers le monde et représentent environ 55 000 familles. Donc, nous sommes reconnus d'utilité publique, indépendants de tout groupement d'intérêts catégoriel, syndical ou politique. Et donc, vous l'avez dit, nous siégeons, ou je siège au titre de la FAPE dans différents opérateurs et nous siégeons également à la Commission nationale des bourses et l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, pour finir la présentation brièvement de la fédération, nous avons donc deux principaux rôles. Un de représentation auprès des autorités de tutelle de l'enseignement français à l'étranger et notamment une participation à des groupes de travail mis sur pied par le ministère des Affaires étrangères et puis d'autre part un rôle de conseil et d'accompagnement des associations de parents d'élèves, ce qu'on effectue avec un bureau à Paris avec deux permanentes et puis également 15 administrateurs qui sont répartis partout à travers le monde pour pouvoir répondre aux questions par mail, par téléphone, animer des groupes d'échange, organiser des visioconférences ou participer à des visioconférences comme celle-ci, publier une infolettre, etc. Et avec la spécificité que nous sommes exclusivement présents hors de France, sauf physiquement à Paris parce qu'il faut se localiser quelque part, mais nos activités sont sur l'enseignement français à l'étranger exclusivement. Merci François, donc je vais maintenant prendre la parole puisqu'on va te la redonner après sur le sujet de fond. D'abord, je vous remercie à tous d'être là. C'est une habitude qu'on a prise. On est toujours assez nombreux à cet exercice
C'est une initiative qu'on a commencé en fait tout de suite au début du mandat, qu'on faisait physiquement pendant très longtemps, et puis qu'on a commencé à faire maintenant virtuellement. Je souhaite débattre et j'aime débattre avec mes concitoyens, surtout quand ils sont pas d'accord. Donc je crois que je suis passé dans toutes les villes, les grandes villes, les petites villes. Il y a eu des séminaires sur les citoyens, sur le budget de l'État. Il y a eu des séminaires sur la transition écologique. Il y a eu le grand débat. Voilà, donc nous sommes dans une continuité. S'il y en a qui sont pour la première fois avec nous, sachez que c'est pas que ce genre d'exercice de confrontation fraternelle, comme j'aime le dire, n'est pas exceptionnel. Simplement, nous avons cherché à bien garder le contact pendant le Covid, et donc nous sommes petit à petit dirigés vers cette formule de ce que nous appelons nos conférences digitales. Alors, quelques petites remarques. Vous pouvez nous écrire dans le chat. C'est nous qui gérons les micros quand vous voulez parler, vous demandez la parole et nous vous donnons la parole pour les questions. Comme le sujet est un sujet un peu particulier aujourd'hui, si vous avez des questions précises, des questions de la situation chez vous, des questions de parents, de toute façon, nous répondons à toutes les questions qui seront dans le chat. Éventuellement, nous n'y répondrons pas aujourd'hui. Mais en tout cas, ceux qui ont participé à plusieurs conférences digitales savent que nous réécrivons derrière à tous ceux qui ont écrit, de façon à pouvoir apporter les réponses, y compris les réponses que nous n'aurions pas pu traiter ce soir. Voilà. Et on évitera ce soir, on va essayer de garder le sujet, le thème avec un peu de hauteur, avec un peu de recul, et éviter d'en faire une suite de réunions syndicales de chaque lycée ou de chaque famille. On essaye dans ces conférences d'avoir un peu de hauteur. Voilà, alors pour introduire le sujet, je vais donner les deux grandes idées fortes que moi je porte depuis le début du mandat sur ce sujet. Des idées qui ont été, aiguillonnées par la crise du Covid, parce que bien qu'on soit passé par toutes les angoisses sur le réseau pendant la crise à plusieurs moments, les questions que je pose et la façon dont je les pose depuis 4 ans se sont avérées extrêmement pertinentes à un moment où le réseau était obligé de sortir, où l'enseignement français à l'étranger était obligé de sortir de son train-train, je vais dire, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agissait. La première idée, c'est que on parle vraiment de diplomatie de l'éducation. Voilà. Quand on parle d'enseignement français à l'étranger, évidemment, il y a une fonction qui est une fonction d'apporter l'école française comme si on était encore en France dans quelques capitales et dans quelques villes autour du monde, mais on parle surtout, et les statuts de l'AEFE le disent très clairement, on parle de diplomatie de l'éducation. C'est-à-dire que la France a quelque chose à raconter au monde sur le thème de l'éducation. Voilà. On parle souvent, quand on essaie de bien insister là-dessus, on parle de l'éducation à la française, et pas uniquement de l'éducation en français, ou de l'éducation française, ou de l'enseignement français. Nous avons quelque chose à dire qui est de l'ordre, par exemple, et je suis ravi que François soit là, du fait que dans une école à la française, les parents ont leur mot à dire. Ça nous paraît une évidence à nous, mais il y a des tas d'endroits dans le monde où c'est important et c'est pas évident. Donc c'est un exemple parmi cent autres, hein, sur l'éducation à la science, sur l'éducation des mathématiques, sur le plurilinguisme, etc. Donc cette première idée est fondamentale. Ce qui se joue dans les réformes que nous essayons de mener depuis 4 ans, on n'a pas tout à fait fini et qu'on sera obligé de prolonger, ce qui se joue, c'est le fait que nous sommes, avec cet enseignement français à l'étranger, nous sommes dans un effort de diplomatie. Nous parlons au monde. De la même manière que nous parlons au monde quand nous envoyons des ambassadeurs, de la même manière que nous parlons au monde quand nous sommes contraints d'envoyer l'armée, voilà, nous parlons au monde quand nous faisons de l'éducation à l'étranger. C'est une première notion absolument fondamentale pour moi. Et la deuxième notion qui là descend un petit peu, est un peu plus technique, sans l'être tout à fait, c'est que cet enseignement français à l'étranger a besoin d'être décloisonné. On ne fera pas la diplomatie au XXIe siècle, on ne fera aucune politique au XXIe siècle si on ne donne pas plus de pouvoir
au détriment de l'administration centrale à ceux qui sont sur le terrain. Voilà. François était tout à l'heure très modeste. En fait, sur les 540 lycées dans le monde, les lycées français à l'étranger dans le monde, il y en a 470 qui sont gérés par les parents. Gérés par les parents, c'est eux qui prennent les risques. Et 300 où ils sont tout seuls. Où ils sont seuls. Ils n'ont aucune aide financière ou institutionnelle de l'État. C'est une association locale qui doit se bagarrer localement et voilà, le lycée français de Budapest, son président, il est propriétaire, maître d'œuvre, maître d'ouvrage d'un lycée qui fait 10 millions et qui a été construit par les parents. Donc, cette notion de quelque chose de plus décloisonné, de moins administratif et de moins centralisé est aussi quelque chose qui me semble une idée fondamentale aujourd'hui et pour l'enjeu du monde. Voilà, et puis dernière petite remarque avant de vous rendre la parole, Madame Manjou, c'est que la crise ne s'est pas bien passée, nous avons des scories, nous avons des fractures, nous avons vécu des drames, nous avons des départs, nous avons des choses qui sont problématiques, mais on a tenu, on va le dire comme ça, on est encore vivant, quoi. Voilà. On est un peu malade, mais on est encore vivant, ce qui à un moment, à certains moments, à plusieurs passages de cette crise sanitaire, n'était pas du tout évident. Il y a des moments où on s'est dit le réseau va dans certains endroits complètement exploser parce que ça ne sera pas tenable. Voilà, on a réussi avec une espèce d'intelligence collective dans l'urgence, peut-être avec des bonnes engueulades entre toutes les parties prenantes, mais on a réussi, mine de rien, à maintenir et à pouvoir maintenant redémarrer petit à petit, redémarrer quelque chose qui va pouvoir nous permettre de continuer à parler au monde avec notre manière d'éduquer. Voilà. Je vous repasse la parole, Madame. C'est vrai que c'est la deuxième rentrée post-Covid et la pandémie a largement impacté cet enseignement français à l'étranger, cette éducation à la française. Et c'est pas, Monsieur Normand me dira pas le contraire, vous qui êtes impliqué au Liban. Et il n'y a pas que la pandémie, il y a eu d'autres crises qui n'étaient pas prévues. Le Liban, il y a eu des crises même climatiques. Alors, je vous repasse la parole, Monsieur Normand, pour nous faire un état des lieux du réseau de votre point de vue. Merci, merci Madame Manjou. Donc effectivement, ça a été la deuxième rentrée depuis le début de la pandémie, enfin deuxième rentrée en rythme nord. On a quelques établissements qui, surtout en Amérique du Sud, qui ont un rythme scolaire un petit peu différent. Et comment dirais-je, bon, elle s'est passée globalement sans difficulté. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu, mais c'est vrai que ça s'est passé dans de bien meilleures conditions qu'en 2020, qu'en septembre 2020. On avait cette rentrée 90% des établissements qui fonctionnaient de façon normale, c'est-à-dire en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et donc, à quelques exceptions près, la reprise a été normale en Europe, elle a été normale en Amérique du Nord, au Moyen et Proche-Orient, excepté une rentrée retardée au Liban qui s'est faite que le 13 septembre. Une rentrée normale également au Maghreb, avec une rentrée là, très retardée au Maroc, qui a été faite le 1er octobre, et une rentrée normale en Afrique subsaharienne. Là où on a plus de difficultés, même si ça s'améliore, c'est l'Amérique latine qui avait été très, très touchée, où il y a encore 5 établissements aujourd'hui sur une vingtaine à peu près de mémoires qui sont rentrés en présentiel. Et là où il y a une dégradation très, très nette, c'est l'Asie-Pacifique. Et évidemment, c'était là-bas en plus que la pandémie avait commencé. Et donc, eux, ils vivent ça depuis le tout début, je dirais, avec seulement un établissement sur 2 en présentiel. Et non pas parce que la situation sanitaire est particulièrement dramatique dans ces pays-là, mais plus parce qu'il y a une politique zéro Covid, ou une tentation de faire une zéro Covid, ce qui finalement, on s'en rend compte, ne fonctionne pas, mais donc avec un verrouillage des frontières et des politiques de quarantaine et de confinement qui sont extrêmement strictes et qui nuisent énormément au fonctionnement des établissements et à la mobilité des personnels, à la mobilité des familles.
À la mi-septembre, les chiffres qu'on nous a communiqués, donc ils ont sans doute évolué un petit peu, mais on estimait une croissance du réseau de l'ordre de 2,5%. Alors ça, c'est en supposant que les effectifs au Liban étaient stables. En fait, je pense qu'ils ont un petit peu chuté, mais pas non plus de façon dramatique, hein. Donc avec 380 000 élèves aujourd'hui dans le réseau, dont 3 000 qui sont dus en fait à de nouveaux établissements rentrés dans le réseau, pour utiliser le terme technique, là, dû à l'homologation de 7 nouveaux établissements. Et ce qui est à noter, c'est, et ça c'est une tendance, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est qu'on a une baisse, donc on a une augmentation globale, hein, mais on a une baisse de nombre d'élèves français à travers le réseau. On a perdu 1,5% d'élèves français cette année, ce qui s'explique par le fait que des gens qui étaient soit en condition vraiment d'expatriation, soit qui avaient quand je dis expatriés, envoyés par des sociétés françaises à l'étranger, soit qui s'étaient eux-mêmes expatriés, qui avaient des activités libérales sur place. En mobilité, on dit. En mobilité, voilà, pardon. Merci Frédéric, je ne trouvais plus le terme. Comment dirais-je, sont rentrés en France parce que les conditions n'étaient plus favorables dans les pays où ils étaient, avec des aides qu'il y avait en France et qui n'existaient pas nécessairement dans ces pays-là. Alors ça renforce encore le nombre de non-français dans le réseau, hein. On va très bientôt dépasser, si on ne l'a pas déjà dépassé, les 2 tiers d'étrangers. Enfin, quand je dis étrangers, c'est non français, pour 1 tiers de français dans le réseau. Et donc, cette importance encore plus grande qu'évoquait Frédéric sur la politique de diplomatie, d'influence et de rayonnement de la France à travers le monde. Voilà. Et donc, juste sans rentrer dans des chiffres très précis, mais la croissance se fait partout dans le monde, excepté dans 2 zones. Donc, la zone Asie que j'avais mentionnée avec 2,6% d'élèves qui ont quitté le réseau, peut-être provisoirement, peut-être que les gens retourneront, mais c'est pas gagné. Et puis, une petite érosion de 0,4% dans les Amériques qui avait aussi pas mal souffert. Mais il y a eu une croissance ailleurs dans le réseau. Et donc, on peut considérer effectivement une bonne résilience et finalement, on a vraiment limité la casse, quoi. Et d'ailleurs, si je parle, on pourra peut-être l'évoquer plus distinctement après, mais les établissements ont souffert. Ils ont souffert, certains financièrement, qui ont été fragilisés, mais aucun établissement n'a fermé à cause de la crise. Peut-être fermé pour des questions politiques. Et là, c'est en partie dû à une aide financière importante de l'État français à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui a pu aider les établissements, notamment en les conventionnant pour leur mettre à disposition des personnels qui n'étaient plus en mesure de payer directement. Donc voilà un petit peu le point de rentrée. On peut dire que voilà, la communauté parentale est vraiment soulagée, et puis la communauté scolaire en général, de cette rentrée, avec toujours évidemment, et je finirai sur ça, une grosse préoccupation sur le Liban, puisque la crise au Liban avait commencé avant, hein, déjà avec une revalorisation des salaires des personnels qui avaient créé une grosse crise financière dans les établissements, avec des augmentations d'écolage que des familles ne pouvaient plus supporter. C'est ajouté à ça une crise politique que vous connaissez, une crise financière avec la monnaie locale qui a complètement, la livre libanaise qui a complètement dévissé, et puis cette double explosion au port du Beyrouth et le Covid. Donc là, un réseau très fragilisé, avec quelques pertes d'élèves, mais aussi beaucoup d'enseignants qui quittent le réseau pour aller trouver des meilleures conditions ailleurs, et on peut tout à fait les comprendre. Et là, ça risque d'être très difficile à reconstruire après, parce que ces personnes, quand elles auront quitté, elles auront trouvé des meilleures situations, elles ne voudront peut-être pas revenir. Voilà. Frédéric Petit, vous revenez du Liban. Vous avez peut-être des précisions à donner sur ce point? Des précisions, peut-être pas encore. Puis oui, j'ai des précisions, mais je suis revenu vendredi, donc
j'ai pas encore trié mes renseignements, mes notes. On est en train de travailler à mon rapport qui sera remis le 20. C'est dans le cadre de mon rapport budgétaire annuel que je suis allé au Liban pour la deuxième fois. Je dois dire, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire François, les chiffres sont ce qu'il a dit. Très inquiet, moins inquiet sur les élèves que sur les enseignants, effectivement. Il faut comprendre que non seulement je peux travailler dans un lycée, j'avais l'équivalent de 1500, 1600 euros payés en livres libanaises. Donc du jour au lendemain, je ne touche plus que 80 euros. C'est-à-dire je touche la même somme en livres libanaises, mais ça fait 80 euros. Et en plus, je n'ai pas accès à mon compte en banque précédent. C'est-à-dire que j'ouvre un nouveau compte en banque parce qu'il y a eu, suite à, ça c'était avant l'explosion, il y a eu blocage complet. Je crois que la première rupture de paiement a eu lieu en mars 2020, il y a eu blocage complet des avoirs de tout le monde. Donc forcément, si je peux avoir un salaire payé en dollars ou en euros quelque part, je vais quitter l'école, ça c'est clair. Donc ça c'est assez inquiétant. Par contre, j'ai été moins, moins détruit, moins marqué par ce voyage que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir des moments pénibles. J'y ai passé une semaine. J'ai été moins marqué parce que le peuple libanais, c'est le peuple libanais. Voilà, j'ai rencontré des choses assez extraordinaires de redémarrage. J'ai visité une école qui vient d'être homologuée et manifestement, j'étais en face de gens qui gagnaient effectivement 80 euros par mois, mais qui étaient là pour me parler de pédagogie, pour me dire qu'ils étaient très fiers d'être homologués, des parents. Voilà, donc j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé un réseau ou tout ce qu'il y a autour de réseau, parce qu'il n'y a pas que le réseau français homologué au Liban. Au Liban, il faut comprendre que l'enseignement public ne fait que 30%. Donc il y a un énorme réseau et un énorme réseau francophone qui n'est pas homologué et que je suis aussi amené à visiter. J'ai trouvé des gens qui repartaient, enfin c'était assez extraordinaire. J'étais plus marqué quand j'étais allé dans les territoires palestiniens. Les territoires palestiniens, c'était dur la situation que j'ai vue. Là au Liban, je peux pas dire j'ai été moins catastrophé en partant que ce que j'étais en arrivant, quoi. Mais c'est dû au pays, c'est dû à la magie de ce pays, à la magie de ce peuple, je crois, qui est toujours insubmersible. Voilà, c'était une petite réflexion. Après, sur les détails techniques, s'il y a des questions, enfin sur les chiffres, s'il y a des questions sur les chiffres du Liban et sur ce qui s'y passe, je suis prêt à répondre, mais je voulais donner cette première impression. La mission laïque française a prévu une aide supplémentaire en cette rentrée pour les enseignants des établissements français au Liban et je crois l'AEFE aussi. Mais pour la mission laïque française, ça a été annoncé. Est-ce que vous pensez que cette aide peut aider à sortir un peu de cette crise ou tout au moins retenir les professeurs sur place? Oui, ça a été clair. Alors, pas sur l'ensemble du réseau. J'ai vu passer la question. Oui, non, mais pas sur l'ensemble du réseau libanais, parce que le réseau libanais est un très gros réseau. Je viens de voir passer la question de Benoît, qui est élu local, donc je le salue. C'est l'obligation républicaine de saluer nos élus locaux quand ils sont là. Oui, Benoît, c'est les chiffres, et au Liban, c'est le même chiffre, et au Liban, c'est quand même c'est 54 écoles homologuées, 54 écoles homologuées. Il n'y en a que 4 qui sont dans les radars de la AEFE, et ça doit être 70 000 élèves dans le réseau homologué, 300 écoles francophones, et je crois c'est de l'ordre de 500 000 élèves dans ces écoles francophones. Donc c'est ça la taille du Liban. Et alors effectivement, l'aide française a réussi à aller non seulement pour les enfants français, mais aussi pour les enfants libanais du réseau homologué. Et on a même eu, par une décision qui était assez courageuse du président de la République il y a 2 ans, qui a compris que dans le cadre de la diplomatie d'influence, il fallait que la France aide aussi les écoles francophones, même si elles ne sont pas homologuées au Liban. Et donc dans ce cadre-là, juste après cette annonce, il y a eu la crise, donc cette aide qui avait été prévue,
évidemment, a énormément aidé ces écoles qui ont, voilà, la France a évidemment marqué des points. La petite, c'est pas difficulté, mais la petite particularité de cette aide, c'est que il y avait, comment dire, c'était pas une contrepartie, mais beaucoup de ces écoles, elles ne sont pas homologuées, donc on n'a pas grand-chose à dire. On peut pas, il n'y a pas de sanctions. Certaines sont labellisées France Éducation. Euh, le poste, quand il a distribué cet argent, c'est permis, on va dire, à travailler avec ce management pour essayer de comprendre s'il y avait une solidité ou une fragilité qui n'était pas liée à la crise. Et donc, voilà, il y avait un peu des tensions parce que certains vous disaient, bah, si vous nous aidez, aidez-nous, et puis on va se débrouiller avec l'argent. Et nous disant, la France disant, écoutez, si on vous aide, c'est aussi pour voir qu'on ne va pas donner de l'argent dans simplement pour vous donner 15 jours de plus, quoi. Donc voilà, cette notion comment dire, de modèle de la communauté éducative dans un pays où, je rappelle, 70% de l'éducation est privée, donc c'est des business, hein. Voilà, c'est en ça on était exactement dans ce que j'ai appelé tout à l'heure de la diplomatie d'influence. On montrait que l'éducation, oui, c'est un business, ça permet à des gens de vivre, il y a des petites sociétés qui permettent de vivre, c'est souvent des familles qui gèrent des écoles, mais on vient en disant, regardez, on peut faire des choses, il faut faire de la qualité, il faut faire de la durabilité de l'école. Voilà, ces choses sont importantes et il y a eu, cette aide a été distribuée, mais avec de la confrontation fraternelle. Encore une fois, je vais dire ça comme ça, j'aime bien. Elle a été distribuée, mais ça n'a pas été les restos du cœur pour les écoles qui, voilà, on vous paye et débrouillez-vous, quoi. Ça a été vraiment le démarrage d'une discussion sur le fond de pourquoi on enseigne, pourquoi on monte une école, comment on forme nos enseignants, qu'est-ce qu'on attend d'un enseignant, beaucoup d'écoles maternelles, qu'est-ce que c'est qu'une aide maternelle, pourquoi on fait l'école en dessous de 6 ans, etc., etc., etc. Et donc on est exactement dans notre rôle de France au Liban, qui n'est pas uniquement une aide financière sèche, mais qui est aussi quelque chose de plus. Alors, Monsieur Normand le disait justement, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. L'Asie-Pacifique est très largement touchée, mais il y a des régions comme l'Europe où tout se passe très bien, notamment dans votre zone, Monsieur Petit, la rentrée à Hambourg, à Bonn, à Düsseldorf, tout est en présentiel. Et est-ce qu'on peut dire que les régions européennes sont sorties de la crise en cette rentrée? Je viens de saluer Benoît. Je pense que Benoît va pas me dire qu'on est sorti de la crise. La Roumanie va pas bien. La Roumanie est repartie dans le rouge, hein, quand même, et non seulement dans le rouge comptabilisé aujourd'hui, mais dans les inquiétudes pour ce qui se passe dans l'avenir. Benoît, si tu veux prendre la parole, lève la main, je te la passerai volontiers. Sur ma zone, sur les écoles dans ma zone. Oui, ça se passe mieux qu'au Liban, ça se passe mieux qu'ailleurs. J'ai vu des écoles qui avaient redémarré avec des protocoles. Voilà, on est sur quelque chose qui est, je vais le dire très simplement, hein, François, tu reprendras la parole derrière, mais quand la gestion est locale, ça se passe généralement bien, quelles que soient les contradictions entre règles françaises, éducation nationale, et règles locales. Parce qu'on a des gestionnaires locaux qui réfléchissent, qui marient les deux. À Bonn, c'était rigolo, il faut appliquer le règlement de la ville de Bonn, et il faut en même temps prendre les cadres, un certain nombre de cadres imposés par la EFE ou par l'éducation nationale française. Et les gens s'en sortent très bien, parce que c'est une présidente pleine d'énergie, etc., et ils sont gestionnaires. Je dois reconnaître que dans les 4 lycées de ma circonscription qui sont gérés directement par la EFE à la place de Catalogne à Paris, voilà, cette contradiction est gérée de manière moins fluide, et il arrive qu'on ait des situations qui mettent un peu plus de temps à démarrer et qui sont parfois assez frustrantes pour les parents parce qu'ils comprennent pas exactement pourquoi il se passe des choses qui semblent assez simples pour ceux qui habitent sur place, mais qui sont compliquées et qui sont moins fluides. Je laisse la parole
Oui, je laisse Donc, la parole à Benoît. Excusez-moi, Corinne. Il faudra lui ouvrir son micro. Oui, ça vient, ça vient. Hugo, c'est bon? Bonjour, vous Voilà, m'entendez c'est là? bon. Oui, Ouais, ça y est. d'accord, merci. Non, juste pour la situation sanitaire, d'abord, je vous salue tous, bien sûr. Pour la situation sanitaire en Roumanie, effectivement, et dans toute l'Est de l'Europe, sur Bulgarie et dans les pays proches, elle est catastrophique, hein. On a un taux de vaccination qui est très faible, en fin de compte, et la quatrième vague, comme on dit, est vraiment catastrophique. On a eu hier, dans la journée d'hier, 345 décès. Toutes les urgences sont pleines, les réanimations sont pleines, il n'y a plus de place du tout. Et bon, une situation très anxiogène, on va dire. Et au niveau alors on a un lycée français, on a à Bucarest, où effectivement, on suit la situation de très près, puisque l'éducation nationale en Roumanie a décidé que dès qu'il y avait un cas, on fermait la classe. Donc, ça va. Je pense que ça va la semaine prochaine, tout va fermer. On est en train de remettre les masques dans la rue. Enfin bon, donc ça va pas du tout. On a beau être en Europe, ça va pas du tout, en tout cas à l'est, au niveau de l'épidémie. La situation est vraiment, vraiment dramatique. Moi, plus globalement, sur ce débat, moi, je voulais poser une question peut-être qui n'est pas lieu d'être, mais c'était plutôt sur qu'est-ce qu'on peut faire pour tous les Français qui sont en dehors du système et en dehors du réseau. C'était même ma question que je voulais poser. Et bon, je sais pas si c'est Ah, d'actualité, c'est tout mais à fait d'actualité, oui. parce que Je, effectivement, nous avons un lycée français, bon, des écoles flammes, mais qui est à Bucarest. Dans l'ensemble, le reste du pays, pour la Roumanie, je parle, il y a bien sûr énormément de Français qui n'ont pas d'établissement de proximité et qui ne peuvent pas créer de structures et d'accueil. Et moi, j'avais une approche un petit peu particulière là-dessus, en pensant qu'il fallait aider les Français à permettre d'avoir accès aux Français. Enfin, c'était la base d'accès à l'enseignement français où qu'ils soient dans le monde, et même s'ils sont loin d'un établissement conventionné de l'EFE, enfin, qu'on connaît bien. Et c'est plutôt là-dessus que j'aurais aimé avoir des explications, savoir s'il y avait vraiment des pistes qui pouvaient être données, comme on avait parlé à une époque d'un chèque éducation pour chaque Français qui vit à l'étranger. Parce que je voudrais simplement, pour terminer ma question, rappeler deux chiffres, et vous me direz si je me trompe. A priori, le budget pour l'enseignement français à l'étranger, c'est 3 milliards d'euros pour 370 000 élèves, on va dire, dans le réseau. Dans les 370 000 élèves, je comprends qu'il y en a 125 000 qui sont français. Donc, si on fait le rapport par élève, qu'il soit français ou pas français, peu importe, ça fait un coût à peu près de 8 000 euros par élève, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qui se fait en France pour l'éducation nationale. Le coût d'un élève entre les primaires et le lycée, c'est entre 5 6 000 et peut-être 12 000 pour le lycée. Donc, le coût me paraît tout à fait normal, je veux dire, en termes de fonctionnement. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a tellement de Français qui sont en dehors du réseau que est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de réfléchir à un système d'aide pour qu'ils puissent effectivement intégrer un enseignement français. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse oui, mais réfléchir. c'est une question, une très bonne question, Benoît. Alors, je vais répondre à la question de Benoît. Après, je passerai à François parce que je sais qu'il a des idées là-dessus. Et je fais juste la remarque sur. J'ai vu passer une remarque sur le chat. Si, il ne faut pas respecter forcément tous les protocoles sanitaires du MENJ en France. Mais il faut respecter, il y a des choses qu'il faut respecter parce que on a des enseignants français, parce que on a un certain nombre de choses. Donc, des fois, il faut respecter un certain nombre de choses qui viennent contredire ou être un peu, qu'il faut coordonner. Évidemment, il ne faut pas suivre le protocole qu'on avait en France à la lettre, mais il y a des choses qu'il faut suivre et qui peuvent être contradictoires avec ce qui se passe. J'ai un cas à Oslo et à Stockholm, ça a été caractéristique pendant la crise. Donc, il ne faut pas suivre, effectivement, on ne suit pas les protocoles du ministère de l'Éducation nationale, mais on suit ce qui en a été retenu et demandé par l'AEFE à tous les établissements de suivre, qui en est une petite partie. Pour répondre à la question de Benoît, oui, effectivement, il y a à peu près 500 000 enfants français à l'étranger, 450 000, donc il y en a 120 000 qui ont une solution et qui arrivent à se la payer. Effectivement, quand je disais dans l'introduction que l'ensemble devrait être plus fluide et moins cloisonné, je faisais allusion à ça. Pour moi, les rapports, par exemple, entre le CNED complémentaire et l'AEFE et les bourses
est quelque chose qui est pas assez fluide aujourd'hui. On voit bien qu'avec avec très peu d'argent supplémentaire et un argent mieux coordonné entre ces trois opérateurs et ce service, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la couverture du lien avec la France de l'ensemble des Français, des enfants français qui sont à l'étranger. Ça me paraît une évidence parce que faire le choix de mettre son enfant dans le système local peut être un choix pédagogique, peut être un choix éducatif de la famille, que moi j'ai fait et qui m'est arrivé de faire. Ça ne veut pas dire qu'on veut couper avec la France. Donc il faut trouver ces formes-là qui existent au CNED, par exemple. Le CNED a une forme de ce qu'on appelle le CNED complémentaire, où on a moins de cours, mais on dit je veux être dans le système local, mais je voudrais garder un lien. Voilà. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre parfois pourquoi l'organisation du suivi des Français à l'étranger, là je parle plutôt de l'organisation consulaire, est saucissonnée à ce point-là et ne prend pas en compte cette idée. Bon, on a parlé de chèque éducation, on parle de couverture, on parle de soutien, on peut parler de beaucoup de choses, mais c'est vrai que de flammes, de labels, mais c'est vrai on serait beaucoup plus efficace à dépenses publiques identiques si on arrivait à réfléchir en sortant un peu des cases. François, à ton avis? Monsieur Normand? Pardon, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Oui, Frédéric, je te suis complètement. Donc, il y a effectivement, c'est un quart des élèves français qui sont scolarisés dans les établissements français homologués à travers le monde. Alors, comme tu l'as dit très justement, mais on n'a pas ces chiffres parce que je pense qu'on n'a pas le droit de poser la question. Les trois autres quarts, c'est pas parce qu'ils nécessairement leurs parents n'ont pas pu trouver de place, c'est qu'éventuellement ils ont voulu les scolariser dans le système local, qu'on peut préférer, qui peut être extrêmement bien, parce qu'aussi souvent les gens sont binationaux, sont dans la durée de plus en plus, et trouvent un intérêt à ce que leurs enfants aillent chercher un côté biculturel, bilingue, multilingue dans le système local. Après, c'est vrai que si maintenant on choisit le système français, bah, les établissements sont dans les principales villes. Donc là, on peut avoir un problème. Je pense que d'abord, il faut se rappeler que l'enseignement français à l'étranger s'est beaucoup développé par des initiatives parentales. Évidemment, je promeus les écoles qui sont montées à l'initiative de parents. Il y a plein de petites écoles, des écoles qui sont parties de rien du tout, qui aujourd'hui font plusieurs milliers d'élèves, qui sont parties d'initiatives parentales. Il faut d'une certaine façon aussi, on sait très bien, l'État doit aider, mais il faut aussi partir sur des initiatives, je pense, personnelles où les parents d'élèves doivent essayer de voir s'il y aurait moyen de créer une école dans des villes secondaires. Il y a effectivement aujourd'hui cette volonté de doubler le nombre d'élèves dans le réseau, donc avec des opportunités pour des opérateurs qui verraient un potentiel donc de créer des écoles dans des villes secondaires. Là encore, par contre, c'est clair que ça sera sur des schémas à but lucratif, donc ça ne sera pas fait là où on ne peut pas faire d'argent. Il faut clairement se dire les choses aussi. Je pense qu'une piste aussi qui n'est pas suffisamment mise en avant et qui est souvent oubliée, c'est que dans les objets de l'AEFE, il y a scolariser les enfants français à l'étranger, il y a scolariser les enfants étrangers avec le système à la française dans le cadre de cette politique de rayonnement et de diplomatie d'influence, mais il y a aussi la coopération éducative. Et on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus au niveau de la coopération éducative en créant des filières françaises à l'intérieur du système public local et de développer, et ça s'est fait dans certains pays, il y a en Allemagne par exemple, et de ce fait-là, de façon beaucoup plus facile à se développer à travers tout un pays et dans un esprit en plus européen. Aujourd'hui, on peut rêver d'avoir un bac européen et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on travaille là-dessus, enfin en particulier en Europe, parce qu'il y a des zones géographiques où effectivement c'est pas envisageable parce que le système local n'est pas du tout à la hauteur, soit à une philosophie complètement différente, mais il y a vraiment un travail à faire, à mon avis, à ce niveau-là, pour permettre aux enfants d'avoir accès à une partie de l'enseignement français dans les établissements publics. Après, le chèque éducation, bon oui, c'est une idée qui a été
qui a été évoqué. Moi, je vois difficilement sa mise en œuvre. C'était pas foncièrement idiot hein, sur le principe, puisqu'effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une subvention de l'État français, donc elle est de 410. Donc, c'est ce budget de 3 milliards, hein, c'est quand on prend tous les établissements confondus, mais on a l'AEFE, enfin l'État met 417,6 millions précisément dans le budget de l'AEFE. Est-ce qu'on ne devrait pas dire ces 417,6 devraient être plus divisés? Bon, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Après, sur la répartition du modèle aussi, hein, on pourra peut-être l'évoquer après, je sais que c'est un sujet cher à Frédéric et aussi à nous, sur le coût des établissements en gestion directe, qui représente 71 établissements sur 541 aujourd'hui, mais qui représente une grosse masse une grosse partie du financement de l'État, parce qu'il n'y a pas aussi un redéploiement qui peut être fait en partie avec ça. Tout ça, c'est des pistes, c'est des choses qu'il faut évoquer, quoi, et qui doivent être discutées en toute intelligence et sans dogmatisme. Alors, on va peut-être passer la parole à Monsieur Lièvre ou Monsieur Guilmer. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien. Donc, je m'appelle Grégory Lièvre, j'habite à Cologne. Je voulais vous proposer une réaction et puis une question. Donc, la réaction à ce qui vient d'être dit, dans notre cas particulier, donc à Cologne, il n'y a pas d'établissement français. Nous avions envisagé pour nos enfants une solution à Düsseldorf, mais une des raisons pour lesquelles nous avons fait un choix différent, en l'occurrence le système public allemand, était que le lycée français de Düsseldorf offrait très très peu d'opportunités d'apprentissage de l'allemand, ce qui est un petit peu paradoxal pour nous, et ce qui n'aurait pas facilité l'intégration de nos enfants dans le tissu socio-économique allemand. Ma question portait sur un aspect qui est souvent soulevé par les Français que je côtoie de Düsseldorf, et qui concerne, pour rebondir sur la diplomatie d'influence dont parlait Frédéric, sur la difficulté de maintenir les meilleurs élèves dans le système français après le bac. Et je ne sais pas si les chiffres pourraient éventuellement valider cette perception, mais en tout cas, de nombreux parents français, eux-mêmes pour leurs enfants ou dans leur entourage, nous rapportaient le fait que à l'issue des études donc, au baccalauréat, au moment d'opter pour un choix d'études supérieures, la plupart des enfants allaient soit dans le système local, soit aux États-Unis, en Angleterre. Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit paradoxe entre l'attractivité dont vous parliez et les succès que nous rencontrons jusqu'au baccalauréat et les difficultés que nous avons à attirer les meilleurs étudiants dans le secondaire? Monsieur Petit, qui veut répondre? Ah. Voilà. Oui, alors, d'abord, le cas de l'Allemagne est un peu particulier, donc les chiffres, je confirme l'impression qu'on peut avoir, hein, c'est-à-dire que en termes de diplomatie française, on fait beaucoup d'efforts pour attirer des étudiants étrangers qui n'ont pas été dans les lycées français, pour les attirer dans notre système universitaire, et on oublie parfois qu'en faisant 10 fois moins d'efforts, en travaillant l'enchaînement entre les lycées français et le système universitaire, on serait aussi assez efficace pour ramener des étrangers dans le système universitaire français, étant entendu que un système universitaire qui accueille des étrangers est un système universitaire beaucoup plus solide, beaucoup plus dynamique, bien évidemment. C'est un objectif, hein, quoi qu'en disent certains futurs potentiels candidats aux plus hautes fonctions en France. C'est important d'avoir des étudiants étrangers en France parce que ça permet, à ce niveau-là de la formation et de la recherche, ça permet d'avoir une organisation de la recherche, des études supérieures qui est beaucoup plus solide. Voilà, alors les chiffres, par contre, quand on regarde les chiffres, ce que moi je suis amené à faire évidemment, quand on regarde les chiffres de ces enchaînements, c'est moins marqué que ce dont on a l'impression en Allemagne et ce dont on raconte, hein. Il y a quand même pas mal de bacheliers des lycées français à l'étranger, surtout parce que les résultats sont généralement très bons, qui intègrent des filières en France. Alors on a eu deux soucis pendant ce mandat. On a eu la première année de Parcoursup
où le parcours à l'étranger avait été oublié. Voilà, il n'y avait pas la case. Donc c'était un peu embêtant, mais ça on l'a corrigé assez vite. On est monté au créneau, on l'a corrigé assez vite. Et on a par contre peut-être aussi la méconnaissance de ce que à la fois Benoît et à la fois François ont cité tout à l'heure, c'est-à-dire de la haute valeur ajoutée pour un élève d'avoir été en système bilingue, d'avoir été en système, d'avoir fait ça, d'avoir passé, d'être peut-être trilingue, d'être binational et d'avoir porté une expérience à l'étranger avant de rentrer à l'université. Voilà. Et alors ça s'est bien tassé là maintenant, on a bien réussi à réagir, il y a tout un travail qui a été fait, pas du côté Parcoursup étant une interface, pas du côté étudiant, mais du côté grandes écoles, du côté université, pour que l'inscription d'un élève dans ces cas-là sur Parcoursup soit valorisée à sa juste valeur dans la répartition des postes, quoi. On est compris, mais ça n'avait pas été dans la première commande quand on a acheté le système informatique. Voilà, pour dire les choses en termes un peu simples. Et donc, il a fallu qu'on recorrige et qu'on explique que oui, il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'étranger et il faut pas croire que c'est pas parce qu'ils peuvent pas cocher la case dans quelle académie vous étiez qu'ils sont pas bons. Hein. Donc voilà, il a fallu qu'on remonte un peu. Voilà, donc ma réponse à ta question, c'est, Grégory, c'est effectivement, il y a des petits, il y a pu y avoir des petits soucis. Globalement, le chiffre est pas mauvais. Et effectivement, sur certains pays comme l'Allemagne en particulier, là oui, le chiffre est réel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent le bac dans un lycée français en Allemagne. Il y a 15 lycées français en Allemagne et qui vont faire des études en Allemagne ou qui vont ailleurs et il y a peut-être moins qui vont revenir en France. Et ça, c'est le paysage logique des études supérieures dans le monde. Alors, je passe la parole à M. Guilmer. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Parfaitement. OK. Donc, Adrien Guinemer, je suis enseignant de mathématiques au lycée franco-allemand de Sarrebruck, également élu au comité technique de la EFE pour le syndicat des enseignants de l'UNSA. Et je suis également chargé de mission sur le dossier hors de France auprès de ma fédération syndicale UNSA Éducation. Je voulais revenir sur le point pour lequel je vous remercie d'avoir bien voulu répondre suite à mon interrogation écrite. En fait, ce qui m'a gêné un petit peu dans votre propos, c'est qu'on utilise en fait ici cet argument du protocole sanitaire français pour dire que les établissements conventionnés seraient plus efficaces que les établissements à gestion directe à la EFE. Mais je pense que, par exemple, pour ce qui est de l'Allemagne, on ne peut tout de même pas comparer l'établissement à Bonn avec, par exemple, l'établissement à Munich. Et donc, il faudrait peut-être aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas aussi une différence d'établissement et pas juste une différence de structure d'établissement. Et je n'ai pas encore bien compris quel était concrètement le souci auquel vous faisiez référence par rapport à des législations françaises des personnels qui seraient un frein dans la mise en place d'un protocole sanitaire local, puisque partout les équipes ont mis en concertation en CHSCT et en conseil d'établissement des protocoles sanitaires qui respectent les lois du pays. Donc voilà, donc c'était ma question. Qu'est-ce qui concrètement pose problème? Et si je peux juste rebondir si je peux juste garder un instant la parole pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur Parcoursup et l'accès aux élèves dans le réseau AEFE ensuite au supérieur en France. Il y a tout de même un gros travail de l'AEFE et de l'ensemble de ses personnels pour justement augmenter ce taux. Que, comme vous l'avez dit, la création de Parcoursup a créé des soucis, mais qu'on est encore loin d'avoir suffisamment d'élèves qui viennent en France, parce que structurellement, Parcoursup n'est pas du tout adapté à l'enseignement à l'étranger, et que c'est pas forcément
la difficulté n'est pas forcément du côté des personnels de l'agence qui ne réussiraient pas à envoyer les élèves en France. C'est que c'est aussi plus facile d'accéder au supérieur ailleurs qu'en France, avec les méthodes actuelles qui existent en France pour le supérieur. Merci. Oui, alors je commence par la deuxième question. On est bien d'accord, je ne m'étais pas du tout, j'ai pas mis en cause. Moi, je trouve que ça se passe pas mal et je passe mon temps à tirer mon chapeau aux enseignants, en particulier aux enseignants en terminale du réseau. C'est absolument pas le problème de Parcoursup, c'est un problème. C'est un troisième ministère, hein, c'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà, bon. Après, maintenant, Parcoursup marche bien pour le lycée français à l'étranger. Il reste ce petit décalage sur je suis français, mais j'étais pas en lycée français. On est en train de travailler, mais je pense qu'ils sont. C'est assez fair ce qui se passe. Moi, j'ai vu disparaître les situations qui étaient des situations un peu cacophoniques. Alors sur le premier, je vais prendre un exemple assez direct. C'est l'exemple de Stockholm où il y a eu un moment où la gestion établissement conventionné, donc il y a quand même des enseignants qui sont salariés de la EFE et donc qui étaient à un certain moment de la crise, qui devaient appliquer un protocole. C'est dans le sens-là que ça s'est produit, qui devait appliquer un protocole qui était supérieur au protocole local. Et donc, comme Stockholm, c'est une école où qu'on partage avec une école suédoise. Voilà, c'est dans le sens-là que je disais. Je disais pas qu'on a été gêné par la EFE. C'était plutôt qu'on avait parfois des protocoles qui étaient un peu différents ou faits différemment. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit on va laisser rentrer une école à examen. Bon, on a deux systèmes différents. Voilà, il y a des systèmes qu'il faut adapter localement avec les autorités locales. Et dans ce cas-là, c'est mon expérience. Il se trouve que je pense que j'ai vu que la gestion locale est plus efficace parce qu'elle est en discussion immédiate, parce qu'elle connaît ses interlocuteurs des ministères locaux. Voilà, ce qu'un EGD ne va pas forcément avoir comme réflexe premier. Et parfois, un EGD n'est pas connu du ministère de l'Éducation locale. L'EGD de Varsovie, puisqu'il s'agit d'un EGD maintenant, l'EGD de Varsovie n'est pas vu par la Pologne. Donc c'est compliqué d'aller négocier, que nous, on puisse rentrer, écouter. Voilà, ça pose un certain nombre de négociations qui, dans le cas de Budapest ou de Bucarest, est géré par des gens sur place qui sont identifiés et qui peuvent gérer le problème localement. Voilà, mais je n'ai jamais dit, et j'en profite pour le dire parce que c'est un bruit qui a tourné de temps en temps, je n'ai jamais dit que la gestion des EGD était moins bonne ou elle est différente, c'est tout. Je dis il y a des cas où il y a des choses qu'il faut faire dans la gestion d'un lycée qui se font mieux sur place que de manière centralisée. C'est tout ce que je dis. Et puis à l'inverse, qui est vrai aussi. François Normand. Voilà, juste une petite remarque pour que tout le monde, parce que ça me fait très plaisir de le dire. Les lycées franco-allemands, c'est encore quelque chose de différent. C'est encore que j'aime beaucoup, je suis très 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 attentif et voilà, j'appelle ça parfois des Rolls-Royce pédagogiques. Hein, c'est vraiment parce que le lycée franco-allemand, il est gratuit d'abord pour les familles, puisqu'il est complètement français et complètement allemand. Donc c'est vraiment des outils, il n'y en a pas beaucoup. On est en train il y en a un qui vient de se lancer à Hambourg à nouveau, il y en a un qui vient de se lancer à Strasbourg. C'est quelque chose qui est encore particulier. Ce n'est pas l'enseignement français à l'étranger, c'est quelque chose d'encore plus intégré, comme disait François tout à l'heure, et qui sont de très très belles expériences, de coopération éducative au sens où François le disait tout à l'heure. François Normand sur Parcoursup. Oui, merci Madame Banjo. J'en profite pour saluer Adrien avec qui j'échange de temps en temps sur les problématiques d'enseignement français à l'étranger. On confronte les visions des parents et les visions des enseignants notamment. C'est toujours très intéressant. Oui, sur Parcoursup et de façon générale, en fait, sur l'orientation,
Moi, je ne suis pas choqué en fait qu'un élève, qui soit français, qui soit étranger, qui a fait sa scolarité dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger, choisisse un autre système après pour ses études universitaires. Et d'ailleurs, pour moi, je le dis directement, c'est même une aberration que ça figure dans le contrat d'objectifs et de moyens de la EFE, qui est déjà échu depuis 2 ans, où on cherche à pousser la EFE à envoyer de plus en plus de ses élèves dans le supérieur français. Même en France, beaucoup d'élèves qui ont fait leurs études en France ont qu'un rêve, c'est aller faire des études dans le supérieur, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, dans une perspective, ou ailleurs en Europe, dans une perspective de s'ouvrir sur le monde. Donc, pour moi, l'enseignement français à l'étranger n'a pas vocation à être la pépinière des universités françaises. C'est un moyen d'y entrer, mais on peut rentrer dans une université française aussi en ayant fait sa scolarité complètement dans un système étranger. Et il y a, comment dire, j'ai le nom qui m'échappe, la Campus France, qui est présent dans beaucoup de pays pour ça. Voilà, même si, voilà, pour moi, c'est pas un échec, et ça fait partie de la multiculturalité de nos élèves. Il faut par contre rendre aussi l'enseignement supérieur français beaucoup plus attractif. Dans les objectifs présidentiels, on a beaucoup retenu l'idée de doubler les effectifs du réseau, mais il y a aussi l'idée de doubler les effectifs les nombres d'étrangers dans l'université française. Et le moyen qui a été trouvé, c'est de multiplier par, je ne sais plus combien, par 10 les droits d'inscription à l'université. Et ça, je ne suis pas sûr que c'était la bonne idée pour le faire. Mais voilà, ça n'engage que moi. La parole à Monsieur Zeller, s'il est là. Merci. Vous m'entendez? Oui. J'en profite pour saluer quelques visages connus et remercier nos députés Frédéric Petit finalement de permettre de nous exprimer d'une part, et puis d'avoir cet échange où tout le monde n'est pas d'accord déjà. Donc je crois que c'est important. Il faut le souligner. Une petite attention quand même sur les LFA. Donc, on a bien compris que pour l'usager, le LFA, c'était la Rolls-Royce, parce que notamment c'était gratuit, parce que sans doute l'enseignement des langues allait être, on va dire, peut-être de meilleure qualité. Alors, pourquoi de meilleure qualité? Je peux témoigner, puisque en tant qu'élu ici à Hambourg, j'ai participé à sa genèse. Quand vous créez un LFA dans le pays hôte, on va dire, à l'étranger, pour ne pas citer l'Allemagne, eh bien, vous avez accès, en termes d'attractivité en tant qu'employeur, à une meilleure qualité d'enseignant, et notamment pour l'enseignement de l'allemand. Donc, c'est une chance, et c'est aussi le cas pour l'enseignement de l'anglais. Néanmoins, il y a quand même 2 bémols à mettre. Je tiens à le souligner ici, notamment à le dire bien haut pour que nos députés le notent. Ni le LFA de Strasbourg, ni celui de Hambourg n'ont de locaux. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des projets qui s'inscrivent sur le temps long. J'ai habité tout à côté du collège Vauban à Strasbourg, et il faut trouver l'acteur public qui vous met à disposition un terrain, des moyens, un maître d'œuvre. C'est un projet qui prend du temps. Et aujourd'hui, les phénomènes post-Covid font que il y a beaucoup de tensions, pas seulement sur du personnel hospitalier ou de soins à la personne, mais aussi sur les chantiers de construction. Et donc, c'est un vrai souci. Ça va devenir un souci, notamment ici à Hambourg, dans 3 ans, si on n'ouvre pas ce nouveau LFA. Voilà, sur l'autre ville. Je voudrais revenir un instant sur 2 aspects que j'ai vus dans les chats. Le premier, je l'ai mis par écrit, c'était par rapport aux élèves boursiers. Donc, on aura toujours cet argument qui revient, exclusion des classes moyennes par rapport au prédécollage. Je voulais quand même tempérer un petit peu les propos pour souligner qu'aujourd'hui, je crois que le premier frein, il a été souligné en filigrane avec la situation de Beyrouth, c'est pas seulement le frais d'écolage, c'est aussi le maintien de l'emploi sur place pour les parents, pour les familles. Et le deuxième frein, il faut quand même le dire, nos établissements sont très souvent au centre-ville des villes qui se trouvent en concurrence avec les territoires, et notamment pour ce qui est de l'Allemagne, les loyers sont devenus insupportables dans les centres des villes. Donc aujourd'hui, le premier frein, c'est l'accessibilité à l'établissement, pour moi, et pour l'Allemagne du Nord. Je peux parler pour Berlin et notamment pour Hambourg. Voilà, je voulais quand même tempérer un petit peu les propos. Et le dernier point, et je crois que je voudrais apporter ici un témoignage par rapport à Parcoursup. Oui, c'est vrai, Parcoursup, c'est pas lisible, c'est pas clair pour les familles qui sont pas françaises, qui connaissent pas le système, dont les parents ne sont pas passés par les études supérieures en France.
Mais il y a un passe-droit, et je ne sais pas s'il est vraiment légal ou s'il est connu. C'est vous mettez vos enfants dans le début des études supérieures dans le pays hôte et vous le faites arriver en France grâce à Erasmus. Et là, François, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème de limite de place. Hein, vous allez à l'université de Münster, vous allez à l'université d'Hambourg, vous allez à l'université de Francfort, et après votre licence, après votre fort diplôme, vous faites une demande Erasmus, et là, on vous ouvre les bras grands ouverts à Paris, parce que tout d'un coup, vous faites partie du quota allemand. Donc, je ne sais pas si c'est un biais ou si c'est voulu, si c'est conscient ou pas. Néanmoins, c'est un biais, enfin, c'est un chemin qui est utilisé par nos compatriotes aussi. Voilà, merci, j'étais un peu long. Alors, j'ai juste une question à poser à tout le monde sur l'école inclusive. Où en êtes-vous avec tous ces élèves à besoins éducatifs particuliers? Je laisserai François répondre parce qu'il doit avoir les chiffres du conseil d'administration là-dessus. On a progressé, je crois. Juste une petite réponse et un malentendu. J'ai pas dit que c'était une Rolls-Royce parce que c'était gratuit. Je dis que c'était une Rolls-Royce parce que la confrontation entre les deux équipes pédagogiques franco-française et allemande fait des étincelles, quoi. Il faut se comprendre. Les Allemands savent pas ce que c'est la vie scolaire. Les Français ont parfois il y a des tas d'exemples de ce que chaque équipe, ce sont des équipes mélangées, hein, c'est un lycée public français et allemand, où chaque État amène des enseignants comme il les amènerait à l'école du coin de la rue. Et donc ces deux équipes enseignantes doivent travailler ensemble, et c'est ça qui provoque, voilà, à Fribourg, ce sont des élèves qui ont monté les éoliennes, qui ont monté les trucs. Ce sont des élèves, une association d'élèves qui vend l'électricité. Je sais pas comment ils font, mais voilà, il y a une prise en main et une capacité de maturité de ces élèves, en particulier dans les grandes classes, qui est impressionnante parce qu'ils sont pris, non seulement eux, ils sont en biculturel, mais leurs enseignants sont en biculturel également. François, sur l'école inclusive, je te laisse la parole. Oui, Oui, l'école inclusive. oui, alors c'est bon, je vais être très franc, c'est pas un sujet dont je suis spécialiste, donc j'aurais du mal à en parler longuement, même si on a une référente, handicap chez nous, une référente EBEP, qui travaille beaucoup sur le sujet. Il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'AEFE. Il y a plusieurs groupes de travail qui sont mis sur pied en ce moment, en plus de l'observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers pour favoriser l'inclusion de ces élèves qui ont besoin d'avoir une prise en charge spécifique. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et tout un travail qui est fait par l'agence là-dessus. Maintenant, il y a encore évidemment du chemin à parcourir. Il y a eu aussi une avancée et on peut remercier notre nouvelle sénatrice Samantha Casbonne qui avait porté ce projet-là, de permettre de l'obtention de bourses pour financer les AESH, même pour des élèves qui ne sont pas boursiers. C'est-à-dire décorréler les bourses scolaires avec la bourse qui permettent de financer l'AESH. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais en toute honnêteté, il y a vraiment, et en toute objectivité, il y a une véritable prise de conscience de l'agence et beaucoup de choses qui vont être mises en œuvre pour le futur, pour faciliter les choses, avec toujours à l'esprit, évidemment, la difficulté de cette prise en charge dans certains pays où il y a pas les ressources, et puis aussi le coût de cette prise en charge ou pour lesquels il y a des établissements qui ne peuvent simplement pas le faire. Donc, quand on est un très gros établissement d'Europe, je dirais qu'il n'y a pas d'excuse de ne pas permettre l'inclusion la plus large possible pour des petits établissements partenaires d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. C'est évidemment beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais je voudrais juste, excusez-moi Madame Manchou, mais c'est un sujet, je reviens sur ce que je disais tout au début, voilà un exemple où l'éducation à la française parle au monde. Parle au monde, parce qu'il y a des pays, comme on l'a rappelé, il y a même des établissements et pas des pays d'Europe, où le fait que l'enseignement et le lycée s'occupent et s'organisent pour accueillir des élèves à besoins particuliers, et pas uniquement en disant bah, zut, j'en ai un, il faut que je me débrouille, qu'il y ait une vraie stratégie, qu'il y ait un vrai financement, c'est quelque chose que nous faisons nous et qui n'est pas fait par tous les pays du monde. Donc nous sommes, voilà, et y compris si dans des petits établissements, dans des pays un peu compliqués, nous essayons de le mettre en place avec toutes les difficultés.
rien que le fait que la procédure soit en route, c'est de la diplomatie française dans le monde. Mhm. Alors, juste un mot, je souhaite simplement vous dire que je n'apparais plus, ma caméra a disparu, j'arrive pas à remettre la lumière, je ne sais pas comment faire, mais vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien, on a Bon, un très joli bien. dessin. Voilà, Alors, mais simplement pour l'école inclusive, je sais que l'AEFE a envoyé cette année des enseignants en formation qui sortiront, qui ont commencé là, cette rentrée pour être formés. Et c'est une question qui est prise vraiment très au sérieux parce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger souhaite ne pas léser davantage cette catégorie de ces élèves. Voilà. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Alors, où Nous, on vous voit. Enfin, on voit votre téléphone ou votre bloc-notes, je mais ne on vous comprends entend en tout cas. pas. on vous entend, on vous entend. Ben, c'est bizarre. J'arrive à mettre la lumière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Alors, une autre, je ne sais pas, attendez, je vais juste regarder s'il y a, avant de poser une question que je souhaite poser à monsieur. Alors, je passe la parole à madame Armogat. Oui, bonsoir. Donc moi, je vais vous parler de ce qui se passe en France, puisque je ne suis pas à l'étranger. Au niveau des écoles inclusives, alors c'est vrai qu'il y a le recrutement des AESH, mais c'est très compliqué déjà sur le territoire en France. Et donc moi, ma question, c'est comment vous faites pour les notifications à l'étranger de handicap, en fait, puisque ce sont des notifications MDPH. Et du coup, comment ça se passe? En fait, comment vous arrivez à mettre en corrélation les deux? J'ai plusieurs questions, donc ça, c'était la première. Et bon, évidemment, la mise en place des AESH, c'est quelque chose de très récent. Donc évidemment, ça doit prendre aussi du temps à l'étranger. Et c'est pas évident parce que ce sont des contrats qui sont partiels aussi, qui vont de 21 heures à 32 heures. Donc ça, c'était concernant les AESH. Et mon autre interrogation, c'est par rapport à Parcoursup. Donc normalement, dans Parcoursup, quand il y a les demandes d'orientation pour l'enseignement supérieur, il y a l'ensemble des écoles, universités qui sont indiquées dans Parcoursup. Donc à partir du moment où un élève qui se trouve à l'étranger va vouloir postuler pour éventuellement rester à l'étranger, ce que je trouve complètement presque normal, puisque il a créé son réseau et du coup, il a forcément un peu peut-être envie de rester là où il est. C'est pas intégré dans l'application et du coup, quand il y a les statistiques qui sortent, enfin, c'est ce que je pense, ça doit pas être visible et du coup, ça apparaît comme une carence d'affectation en fait par rapport à la France. Et c'est l'interrogation que j'ai. Oui, Euh, mais alors je réponds à vos trois questions très précises. Euh, donc la première question sur l'organisation, oui, ça a mis du temps, mais c'est un processus qui a démarré, François l'a rappelé tout à l'heure, par un observatoire. Et donc évidemment, c'est pas les maisons départementales qui font ça à l'étranger, mais il y a d'autres systèmes qui permettent d'évaluer et d'attribuer et de comprendre qu'un enfant a des besoins particuliers. Donc au sein de l'ABFE, il y a un observatoire des enfants à besoins particuliers qui a été capable de définir des règles, de définir des méthodes pour que l'évaluation se fasse, sans passer, sans être obligé de, voilà, en l'adaptant à chaque pays. On retombe un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'adaptation à chaque pays. Première réponse. Deuxième question sur les AESH. Ce n'est pas, quand on est à l'étranger, on est en droit étranger pour le travail, pour les embauches, etc. Donc en fait, ce qui est acquis et ce qu'on a réussi à acquérir en particulier avec les amendements de Samantha et à obtenir et qu'on a poussé, c'est qu'il y ait une bourse qui permette de couvrir des frais. En fait, après, une fois que vous avez des frais supplémentaires pour accompagner votre enfant, et après vous l'accompagnez dans le droit du pays, soit avec un, voilà. Mais ce n'est pas, il n'y a pas
l'AEFE n'envoie pas des AESH à l'étranger. Non, mais ce que je voulais dire, Ouais. c'est pas l'établissement qui recrute, en fait. Non. Non, Voilà, c'est exactement ce c'est que ça. voilà. C'est la C'était pas, différence. voilà, ou en tout cas, c'est pas l'établissement dans sa partie soit EGD, soit Mm, pour les conventionnés géré avec la petite partie du management. C'est mm, on aide des familles parce qu'on sait qu'elles ont un besoin supplémentaire et les familles le gèrent comme ça se gère dans le pays. Voilà. mm. Voilà. Et troisième question sur Parcoursup. Oui, bien évidemment. Parcoursup s'occupe Voit la France. Donc évidemment, oui, on pourrait considérer que c'est quelque chose qui passe à l'as, quoi, qui n'est pas. Mais j'ai eu un jour un grand débat avec la personne de Parcoursup que j'ai vu 3 ou 4 fois pendant mon mandat parce qu'il fallait aller faire de la confrontation fraternelle avec lui pour qu'il comprenne ce qu'on vivait sur le terrain. Et bon, il m'a dit à raison, il m'a dit un jour, mais monsieur le député, on peut pas répertorier dans Parcoursup l'ensemble des établissements du monde. Voilà. Donc il avait un peu raison. Donc oui, effectivement, Parcoursup est un outil pour intégrer le système universitaire français. Et effectivement, les enfants qu'on aura formés, les élèves, les bacheliers qu'on aura formés, comme l'a dit François tout à l'heure, et dont je suis assez d'accord avec ce que François a dit tout à l'heure, qu'on aura formés de manière tellement humaniste, tellement élargie, tellement ouverte, qui disent bah moi j'ai plutôt envie de rester ou envie d'aller en Angleterre, on ne les verra pas. Effectivement, on ne les verra pas dans le système. Alors, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est pas une fuite, je sais pas. Les chiffres, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Merci. Alors, pour ce qui est de l'école François, tu inclusive, veux intervenir là-dessus? Non, juste bon, j'ai pas les chiffres en tête et puis j'arrive pas à retrouver mes notes, mais l'AEFE a des chiffres très précis sur ça parce qu'on sait exactement le nombre d'élèves bacheliers chaque année qui se sont inscrits sur Parcoursup. On connaît la proportion d'étrangers et de Français et on connaît le taux de réponse positive. Donc ça, je le connais par cœur, il est de 95%. Donc 95% des élèves qui ont fait une demande sur Parcoursup ont obtenu un vœu, enfin ont eu une satisfaction. Oui, je crois que c'est de l'ordre. On a 3000 de l'étranger, y compris lycée français et français. Non, lycée français. J'ai un de mes collègues qui doit être là, qui va me confirmer, c'est de cet ordre-là, c'est quelques milliers. C'est ça, oui. alors, est-ce que dans les élèves à besoins éducatifs particuliers, on inclut les surdoués? Parce que ça, Je passe. Ouais. Je sais absolument pas. Alors moi, je ne saurais pas vous dire. Particulier. Oui, je ne saurais pas vous dire si on les catégorise EBEP ou pas. Par contre, je sais vous dire que c'est aussi un gros problème de gestion de ces élèves dans les établissements français de l'étranger, comme en France d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas, ils sont pas toujours détectés. C'est de la précocité. La précocité n'est pas détectée, ou le haut potentiel, comme on dit, parce que surdoué, ça fait trop, c'est trop fort. Donc les élèves à haut potentiel. Et les équipes enseignantes ou de vie scolaire ne sont pas non plus toujours formées à pouvoir détecter ces élèves-là. Et après, c'est très facile, c'est très compliqué de mettre en œuvre des plans particuliers pour qu'ils puissent réussir une scolarité correcte, parce que souvent, on les retrouve en échec scolaire, malheureusement, ces élèves-là. Alors, nous sommes à 15 minutes de la fin. Avant de passer la parole aux uns et aux autres pour conclure, je souhaite poser une question à… Monsieur Guinemer lève la main, Madame Monti. Ah, Monsieur Guinemer, oui. Alors, allez-y, parce que mon tableau, il est… Oui, merci beaucoup. Je souhaitais intervenir allez-y, sur Monsieur Guinemer. Merci. Je souhaitais intervenir sur la question de ce que vous avez appelé les surdoués. C'est vrai, comme l'a rappelé dans la fin de son propos François Normand, aujourd'hui, on dit plutôt élèves à haut potentiel et effectivement, ils sont considérés comme des élèves à besoins particuliers. Et à ce titre, il faut les prendre en charge en tant que tels, avec les difficultés qu'évoquait Monsieur Normand fort justement. Un petit bémol, hein, les enseignants ont quand même des formations sur ces questions. Et puis, puisque je parle depuis la Rolls-Royce pédagogique, Monsieur Petit, et je me rappellerai de ces termes et je les transmettrai à mes collègues car ça leur fera plaisir. Nous avons la chance dans notre Rolls-Royce pédagogique d'avoir un groupe
un groupe, comment est-ce qu'on appelle ça en français, un club d'activités extrascolaires pour la prise en charge des élèves à haut potentiel. Dites-le en allemand. Dites-le en allemand. Voilà, une AG, et ça se fait parce que c'est une dynamique plutôt du système allemand, mais qui est voilà. Et les collègues enseignants et enseignantes, fonctionnaires français ont parfois eu des formations sur ces questions-là lorsqu'ils étaient à l'éducation nationale. Bien évidemment, c'est plus rare à l'AEFE puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble des priorités et qu'on est plus limité dans l'offre de formation. Alors, ma dernière question qui sera peut-être plus simplement une remarque avant de conclure, ça s'adresse à M. Petit. Comment allier la diplomatie de l'éducation et la décentralisation que vous prônez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une contradiction, fondamentalement? Ah, c'est intéressant comme question, ça. Non, je pense pas, parce que je vais faire une réponse très technique, mais derrière cette réponse technique, qui peut-être agacera M. Guinemer, hein, je suis prêt à lui redonner la parole après. Derrière cette réponse technique, il y a une réponse très philosophique. C'est pas l'AEFE qui fait le réseau. Le réseau, c'est l'homologation de l'éducation nationale. C'est très important de se rappeler de ça. C'est-à-dire que, en fait, on homologue, on dit ce lycée, d'où qu'il vienne, et il y a des formes dont on n'a pas idée, quel que soit son statut. Le statut, on s'en occupe pas. C'est une entreprise, c'est une association de parents, c'est un lycée local. Le lycée de Berlin, le lycée français de Berlin, c'est un lycée du Sénat de Berlin. Il est gratuit aussi, celui-là. Hein, c'est un lycée du Sénat de Berlin. Le Sénat de Berlin, il a ses 50 lycées dans Berlin. Et il y en a un, ça fait 400 ans, il a dit, bah, dans celui-là, c'est mon lycée, je m'en occupe, c'est moi qui répare les toilettes, c'est moi qui paye le personnel, une partie du personnel, etc. Mais je veux que ce lycée, ça soit un lycée français. Donc c'est gratuit pour tout le monde, etc. On a le lycée de Tel Aviv, où le lycée français de Tel Aviv, c'est une filière dans laquelle on parle français, on fait le programme français, etc., à l'intérieur d'un grand lycée israélien. Voilà. Il y a des formes complètement différentes. Ce qui fait le lycée français, c'est qu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale, donc qui n'est pas à l'AEFE, l'AEFE est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, qui est venu et qui a dit, oui, dans ce lycée, je l'homologue, c'est-à-dire c'est une espèce de franchise pour parler le langage business. Et cette homologation, elle est absolument magnifique. À elle seule, elle est déjà un programme diplomatique. Parce que dans cette homologation, non seulement vous avez le programme, il faut que ça soit le programme français, mais vous avez les parents, la place des parents. Si vous n'avez pas les parents qui sont consultés ou qui sont dans les instances, vous n'avez pas l'homologation. Et il y a eu 3 homologations qui ont été retirées en Égypte ces dernières années parce que les parents n'étaient pas associés au projet. Pas parce que c'était pas en français ou que c'était pas le programme français. Voilà. Il y a l'équilibre filles-garçons en général, enfin, on essaye, filles-garçons, il y a des critères qui sont déjà des critères qui sont, il y a l'inclusivité, etc. Tous ces critères font que ce lycée, cet établissement, quel qu'il soit, quel que soit son statut, quelle que soit la manière dont ses enseignants sont salariés, etc., c'est un lycée français. Et après, ces lycées français gèrent leur vie, soit ce sont des lycées qui sont gérés directement par l'État, on en a parlé tout à l'heure, les EGD, soit ils conventionnent, ils se font aider par l'AEFE pour un certain nombre de cadres et de profs, et il y a une majorité de lycées qui dit, bah non, moi j'ai été homologué et je continue à être mon seul patron, et je paye ma quote-part pour que mes enseignants soient formés. Et voilà, de cette manière-là, ce qui fait la présence diplomatique de la France, c'est l'exemplarité, l'homologation, l'excellence, le bachelier, les programmes, etc. Et c'est pas forcément la manière de gérer, qui gère, est-ce que c'est un président d'association, un président de CA, est-ce que c'est un entrepreneur, est-ce que c'est un proviseur envoyé par la France? Tout ça, c'est secondaire par rapport à l'homologation. Et c'est en ça que c'est excellent. C'est en ça que
les propos que je porte ne sont pas contradictoires. Contrairement à ce qu'on raconte, je suis un défenseur des EGD. Je crois que les EGD sont importants pour le réseau. Sans les EGD, le réseau ne tiendrait pas aussi bien qu'il tient. Mais je considère qu'ils ne sont pas, par exemple, on ne peut pas faire des EGD tous les 200 km sur la planète, même si on avait l'argent. Ça serait colonialiste, c'est pas bien, ça serait pas bien. On serait pas dans l'objectif qu'a rappelé François tout à l'heure, qui est de coopération. Si je fais un EGD, je suis moins tenté de coopérer avec les instances locales. Donc c'est intéressant de coopérer, d'aller montrer au ministère polonais que, bah oui, notre éducation, c'est pas une éducation qui est complètement stupide. Il faudrait qu'on l'intègre, etc. Et c'est en ça qu'on fait de la diplomatie, mais que cette diplomatie n'est pas portée que par l'administration centrale. Et c'était vrai dans d'autres domaines que l'éducation. C'est vrai dans l'Expertise France, c'est vrai dans les instituts français, c'est vrai dans les chambres de commerce, etc. C'est une permanence. Je crois même que c'est vrai en France. J'ai l'intuition que les politiques publiques du XXIe siècle seront des politiques publiques portées par les sociétés et pas uniquement par les États. Au-delà de la gestion, je parlais de cette contradiction parce que l'enseignement, l'éducation à la française, c'est aussi la transmission de la culture. Au-delà de l'excellence de la gestion, c'est aussi transmettre une culture. Peut-on transmettre une culture qu'on ne maîtrise pas? La coopération, c'est très bien et ça a toute sa place et il en faut, mais je pense que je voyais ça comme ça, moi, l'éducation à la française, c'est aussi et avant tout la transmission de la culture française. Oui, et ça fait partie de l'homologation. On ne peut pas être homologué si on n'a pas des enseignants formés par la France, si on n'a pas, ça c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. Je suis passé vite sur le premier critère parce qu'il me semblait évident. Mais effectivement, vous avez raison, on peut pas faire un lycée français si on parle si on parle pas français, ça c'est clair. Voilà, alors, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais passer la parole à... Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Mon écran étant tout noir, j'ai du mal. Alors, c'est une question de Madame Lacombe. Je ne sais pas si on a encore le temps. Une question rapidement de Madame Lacombe, qui ne souhaite pas prendre la parole. Quelle est la capacité de défendre le nouveau bac à l'étranger et comment intégrer et valoriser le nouveau bac auprès des universités étrangères? Quel est le rôle du politique par rapport à cette question? Eh ben, c'est une belle question, hein. Alors, le nouveau bac, je vais le dire, c'est opinion tout à fait personnelle, je le trouve bien. Voilà, moi je regrettais, moi j'ai passé un bac à l'ancienne avec des tiroirs partout. Voilà, donc je trouve que l'idée du nouveau bac était une belle idée. Ça a bien été appliqué dans les lycées français à l'étranger. On a eu évidemment des difficultés pour les 7 matières secondaires à cause du fait qu'on n'avait pas le lycée juste à côté avec qui on pouvait mutualiser. C'était plus compliqué de mutualiser, mais encore une fois avec le CNED, avec un certain nombre de choses, avec une bonne anticipation, on a commencé à y travailler 3 ans avant, avec les troisièmes, je me souviens, il y avait de l'information dès les troisièmes, alors que ça allait intervenir que quand ces troisièmes-là seraient en première. Donc c'était pas mal. Le bac, dans sa nouvelle formule, à mon avis, de ce que je vois et de ce que je comprends techniquement, théoriquement, est plus facile à intégrer par les pays étrangers et plus compris par les systèmes étrangers, et mieux compris par les systèmes étrangers que ne l'était le précédent. Il y a des pays, vous disiez, j'ai fait on dit passé maintenant, on dit scientifique, où j'ai fait littéraire, où j'ai fait, ça voulait pas dire grand chose. Un bac qui est plus tronc commun avec des spécialités, c'est mieux compris par les systèmes étrangers. Mais peut-être qu'il y a d'autres témoignages. François, là-dessus, je sais pas. Oui, non, il est certainement intéressant et effectivement plus au bout du jour que l'était le bac qu'on a passé. En revanche, je dirais il n'y a pas eu suffisamment de services après-vente en fait qui a été fait à l'étranger et les postes diplomatiques n'ont pas toujours su ou voulu ou pu vendre sur place, parce que c'est vraiment ça, c'est aller vendre le bac.
locales, aux autorités locales, aux ministères locaux, également dans l'enseignement supérieur local, parce qu'on a des problèmes, par exemple, dans la péninsule ibérique aujourd'hui, pour des élèves qui ont ce nouveau bac et qui ont des difficultés à intégrer le supérieur local. Donc, il y a un gros travail qui doit encore être fait. Et il va y avoir un très gros travail, mais je vais finir là-dessus, on ne pourra pas développer, sur ce qu'on appelle le bac français international, qui est une nouvelle création qui va être mise en œuvre à la rentrée prochaine pour les élèves de première et terminale, qui va remplacer les sections internationales, en tout cas les sections internationales du cycle terminal, avec l'idée d'avoir un bac encore plus ouvert sur l'international, avec la possibilité d'avoir 2 disciplines non linguistiques, encore plus d'emphase sur les langues, et surtout, parce que c'était vraiment ce qui manquait aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'OIB, l'option internationale du bac, que ça soit que ces compétences spécifiques acquises par les élèves soient mises en valeur, et notamment au niveau de Parcoursup. Aujourd'hui, c'était simplement une mention dans une note. Et donc, dans le cadre, il y a quelqu'un qui posait la question de comment dirais-je, de maintenir notre attractivité, parce qu'on est vraiment en concurrence aujourd'hui dans un système international. Hein, le IB prend beaucoup de place. Donc, il y a vraiment un besoin de se repositionner comme une puissance éducative et de montrer que voilà, le nouveau bac va donner au moins autant d'opportunités d'orientation dans le supérieur, aussi bien vers la France que vers les systèmes étrangers. Voilà, nous arrivons au terme de cette réunion. Monsieur Normand, vous avez la parole, donc en un mot, votre conclusion. Oui, alors ma conclusion, ce sera sur les enjeux en fait qu'on n'a pas vraiment évoqués, sur les enjeux de l'enseignement français à l'étranger. Donc de mon point de vue, donc il y a cette notion, enfin cette importance de maintenir l'attractivité de notre système. Il faut que l'État français s'engage véritablement à assurer un financement pérenne du réseau. Aujourd'hui, le fait d'avoir à chaque loi de finances revoter une subvention qui peut changer d'une année sur l'autre, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir se positionner dans le moyen terme. Donc ça, il y a vraiment un travail qui doit être fait là-dessus. On ne peut pas simplement se baser sur des promesses d'un gouvernement que la subvention sera maintenue. Il faudrait trouver un autre système, mais ça, je suis pas parlementaire. Et puis s'assurer que les augmentations des collages, qui certes sont indispensables parce qu'il y a de l'inflation et tout le monde le sait, mais restent modérées de façon à garder cette mixité sociale qui est très importante dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et je finirai, prêcher pour ma paroisse, donner aux parents la parole, le rôle qui leur est dû dans les établissements, qu'ils n'ont pas toujours, et notamment au niveau du conseil d'administration de l'AEFE, on nous avait promis en octobre 2019 2 sièges de plus qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute, Monsieur Petit, pour la conclusion. Oui, finale. merci. Je suis assez d'accord avec François sur le thème lui-même. Je suis assez d'accord que un des enjeux de ce réseau dans le futur va être au-delà de la place des parents, va être la façon dont on va pérenniser le budget de l'État sur ce réseau. Voilà. Et je pense que, c'est ce que je dis dans mes rapports depuis 5 ans, je pense que il est nécessaire, et ceux qui ont regardé ma petite vidéo sur le sujet, il est nécessaire que ce financement soit plus transparent. Aujourd'hui, il faut que l'agence redéfinisse ses missions et, par exemple, je dis souvent, je pense qu'il faut séparer la mission de l'agence de gérer 70 lycées. Je pense qu'il faudrait créer à l'intérieur de l'agence un comité de gestion des EGD. On serait beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud et quand on doit aider un lycée, faire de la formation, et bien ça soit des choses qui soient clairement énoncées, parce que c'est pas les mêmes
c'est pas les mêmes dynamiques financières. Hein. Quand on finance du personnel fonctionnaire, c'est pas les mêmes dynamiques financières que quand on finance la gestion d'un réseau ou la formation d'enseignants à travers le monde. Donc je crois qu'on aurait intérêt à bien séparer les fonctions et à avoir des engagements clairs sur toutes ces fonctions. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà, écoutez, merci à tous de votre patience. J'ai vu qu'on était quasiment le même nombre au début qu'à la fin, ce qui prouve qu'on n'a pas été trop ennuyeux. Voilà, je remercie donc François de sa présence. Je sais que il est dans un pays encore plus bizarre que d'habitude, si j'ai bien compris. Je vous remercie, Madame Manjou. Je suis à Paris, mais c'est vrai qu'il est plus bizarre que ce à quoi je suis habitué. C'est vrai. Excuse-moi, je crois que c'était au Sénégal. Madame Manjou, merci de votre participation et de votre bonne connaissance du réseau et de l'efficacité discrète de votre modération. Je crois que c'est important, vous l'avez dit, voilà, je crois qu'il n'y a pas de démocratie si on est tous d'accord. Hein. Moi, voilà, je retiens ce truc-là et je vous le dis, le jour où on sera tous d'accord, il n'y a plus de démocratie, la démocratie elle meurt, la démocratie s'entretient des différences, s'entretient des confrontations, et évidemment, il ne faut pas aller jusqu'à la violence, c'est aussi le but de la démocratie, mais donc je crois que mettre sur la place et raisonner, se débattre, se confronter quand on n'est pas d'accord sur des sujets aussi importants, c'est essentiel pour notre pays et pour notre nation. Voilà, on va répondre à tout ce qui a été inscrit dans le... Je vous rappelle qu'on va répondre à tout ce qui a été inscrit dans le chat, hein, mais mon équipe note tout ce qui est inscrit dans le chat et on répondra aux gens à qui on n'a pas eu le temps ou la possibilité de répondre. Écoutez, il y a l'Allemagne dans ma circonscription, on avait dit qu'on finissait à 20h, on finit à 20h02, donc nous sommes vraiment dans les clous. La photo. Voilà. La photo. Voilà. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée.